Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci au comité d'organisation qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de partager l'expérience des pays du Sud. Je pense qu'on commence à s'habituer à participer au congrès maghrébin et je pense que le président l'a dit hier, c'est important de mutualiser nos connaissances et nos compétences pour renforcer un peu l'efficacité de nos équipes tout en restant ouverts à nos amis du Nord dans le cadre d'un dialogue permanent qui soit gagnant-gagnant. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on m'a demandé de traiter d'une question qui est d'une très haute importance, c'est la problématique de la prise en charge de l'infection néonatale dans les pays du Sud. Je pense que c'est une question piège parce qu'on parle de problématique, on parle d'infection néonatale, il n'y a pas de nouveau sur le sujet, mais surtout de pays du Sud. Je pense que c'est important. Je commencerai peut-être par poser deux questions très rapidement avant de commencer ma présentation donc sur les particularités de la prise en charge de l'infection néonatale dans les pays du Sud. Donc, je pense qu'il y a des personnes très expérimentées dans le domaine de la néonatologie. Je voulais poser, la première question, c'était par rapport aux facteurs de risque. Est-ce que dans vos pays, ceux qui sont là, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers, de risque infectieux, de critères de risque infectieux particuliers d'infection néonatale? Donc, je voudrais une ou deux réponses avant de continuer. Est-ce qu'il y a des facteurs? Parce que nous, dans notre pratique, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent les critères d'ANAS. C'est bien, mais je pense qu'on ne doit pas s'arrêter à ça. Nous sommes dans des contextes particuliers et nous devons contextualiser pour adapter nos pratiques. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me citer une ou deux facteurs de risque? Alors, je peux te répondre si tu veux. Oui, allez-y. Très rapidement. Déjà, nous n'avons pas les moyens dans tout le Maroc, je réponds par rapport au Maroc, d'avoir un suivi de femmes enceintes de façon correcte et que nous avons des femmes fébriles qui vont prendre des médicaments qui vont être traités sans qu'il y ait des explorations qui permettent de les envoyer pour une hospitalisation, par exemple, et que la femme, elle contracte, elle a de la fièvre, etc. Et on va la traiter tranquillement, parfois ça fait passer la fièvre, parfois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploration. Alors ça dépend aussi des villes, je vais dire, c'est-à-dire que Casa, Rabat, Tanger, etc., les grandes villes, ils vont faire des prélèvements vaginaux, etc., qui vont trouver du strepto ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des explorations qui permettent d'avoir un impact sur l'infection néonatale. Parfait. Mais voilà, nous sommes assez en retard parce que nous n'avons pas suffisamment de prise en charge anténatale pour permettre de prévenir et de savoir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Exactement. Parfait. C'est bien, mais je pense que quand vous voyez la littérature au niveau des pays du Sud, surtout africains, il y a d'autres facteurs de risque qui apparaissent. Par exemple, l'accouchement à domicile. Quand vous prenez les enquêtes démographiques et de santé de nos pays, ce sont les DHS dont parlait hier Mokhtari, et la plupart des pays rapportent ce facteur de risque qui est l'accouchement à domicile, qui apparaît pour 40% dans les accouchements. 40% des femmes dans nos pays, en communauté, accouchent à domicile. C'est un facteur de risque. Il y a un autre facteur de risque qui apparaît, qui va apparaître un peu bizarre, c'est l'accouchement dans un taxi, qui a été rapporté dans notre équipe, mais aussi dans d'autres équipes dans l'Afrique de l'Est. Vous voyez que ce sont des facteurs particuliers. Il y a une étude qui rapportait que le fait de faire des touchés vaginaux répétés, exposés à l'infection. Et notre facteur de risque, c'est la manipulation septique du cordon. Je pense que dans les pays du Nord, ils n'observent plus ce genre de facteurs de risque. Et maintenant, le problème, c'est de les classer. Est-ce que c'est un facteur de risque majeur ou mineur, etc., selon la classification. Ça veut dire qu'il faudrait adapter ou contextualiser ce que nous faisons. Deuxième point, deuxième question avant de dérouler. Dérouler, tu n'auras plus que 15 minutes, hein, mon ami. Ah oui, on m'avait dit 20 minutes, donc tu je as vais 20 y aller. minutes en tout, mais avec tes questions, tu as brûlé 5 minutes. Mais tu as raison, je pense que je vais avancer. Donc, une question très rapide. Est-ce qu'à l'état actuel des connaissances, on peut harmoniser ou uniformiser l'antibiothérapie initiale des infections bactériennes néonatales? Très rapidement, une question. Alors, non, il faut toujours... Oui ou non? Non, mais il faut contextualiser, ça dépend. Exactement. Tu sais ce que tu es en train de dire tout à l'heure, je te donnerai 5 minutes en plus. Ouais. Parfait. Ah, je suis content. Écoute, tout ce que tu as dit tout à l'heure, les accouchements à domicile, les taxis, nous, ça dépend de la région. Exactement. Il y a des régions où ça se passe, il y a des régions où ça ne se passe pas. Dans l'Atlas
quand il fait froid et qu'ils ne peuvent pas prendre une voiture pour aller accoucher dans une structure médicalisée, nous avons ça aussi. Donc voilà, l'Afrique est effectivement une petite uniforme dans certaines régions. Parfait. Voilà, mais c'est pour l'infection, pour le traitement, ça dépend des endroits et ça dépend des moyens. Les gens vont préférer faire une injection de Triaxon parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de faire et d'hospitaliser et de prendre des voies. Tout à fait. Ousmane, ça dépend de l'écologie. Si tu connais ton écologie, tu peux harmoniser. Si tu ne connais pas ton écologie, tu ne peux pas harmoniser. Donc tu standardises. Exactement, c'est la réponse qui est bonne, hein, qui est bonne. Et la réponse également du président, elle est bonne. Il faut contextualiser en fonction de l'écologie bactérienne et de la disponibilité des molécules que vous avez dans votre environnement. Et ce n'est pas toujours évident. Maintenant, je vais commencer ma présentation. On m'a offert 5 minutes de plus, donc je suis à 19 minutes, très rapidement. Mais il y a certains points sur lesquels je vais avancer très rapidement. Je pense que pour aller en diapo... Voilà, parfait. Voilà, je pense que pour les pays du Sud, ce qui est caractéristique, c'est la faiblesse des systèmes de santé. On le sait. Il y a certaines explorations qu'il est difficile de faire. Ça, il faut le dire. C'est les problèmes de qualité des soins. Ça également, on ne va pas en rougir, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la qualité des soins. Et qui parlent de qualité des soins, parlent également de la maîtrise du risque infectieux ou bien des infections. L'insuffisance des ressources, je pense que hier, le Mokhtari en a parlé. Nous avons une carence en ressources telle qu'il est très difficile d'avoir une qualité de soins qui est optimale. Mais également caractérisée par une mortalité infantile qui est élevée et pour laquelle on a fait beaucoup de progrès depuis 90 qui était vraiment l'initiale des OMD, mais là on est dans les ODD, parce que de 2015 à 2030, on est dans les ODD. Il y a eu beaucoup de progrès, mais ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a une corrélation entre les indices de développement humain, c'est-à-dire que les pays sont classés en fonction des indices de développement humain pour parler de pauvreté ou non. Les pays qui ont les indices de développement humain les plus faibles sont les pays les plus pauvres. Et vous voyez qu'ici, sur cette carte, ce sont les pays qui ont les indices de développement humain les plus faibles, qui ont les taux de mortalité néonatale les plus élevés. Donc, il parlait de questions sociétales hier, mais on parle également de questions économiques et de questions de pauvreté. C'est-à-dire que tous ces problèmes ne peuvent pas être réglés sans améliorer donc, le niveau de vie de nos populations. En ce qui concerne la mortalité néonatale, il y a eu beaucoup de progrès, effectivement. Depuis 1990, on est passé de 36,6 pour 1000 au niveau mondial à des taux de 18 pour 1000. C'est un progrès important. Mais ce qui reste constant, c'est que dans les pays en développement, les pays du Sud, ces taux de mortalité restent très faibles, très élevés. Par exemple, vous prenez l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on est à 30,2 pour 1000. Et on nous dit qu'en 2030, il faudrait maintenir les taux de mortalité néonatale en dessous de 12 pour 1000. Ça, c'est les objectifs de développement durable qui sont déclinés dans l'objectif numéro 3. Dans les pays de l'Asie du Sud, c'est pratiquement la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont dû être faits. Et en ce qui concerne les causes de mortalité, vous voyez qu'ici, l'infection est la deuxième cause de mortalité. Aujourd'hui, on doit admettre que pour réduire la mortalité néonatale, il faudrait agir sur certains leviers. Lutter contre les complications de la prématurité, qui est la première cause de mortalité, lutter contre l'infection néonatale, mais également l'asphyxie, les complications de l'accouchement. Donc, ça veut dire que l'infection néonatale est extrêmement importante à prendre en charge et on a beaucoup à faire dessus. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que la gravité de ces infections dépend du terrain, mais aussi de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques qui sont utilisés. Mais force est de constater que dans nos pays, il y a très peu d'antibiotiques qui marchent. Moi, quand je vois dans notre hôpital, au niveau du service de néonatologie, on est même au carbapénem. Ça veut dire que même les quinolones, les céphalodes de troisième génération, l'ampicilline, l'amoxicilline ne marchent pas. Alors que dans certains pays, c'est le traitement de première intention, l'amoxicilline ou l'ampicilline. Donc, il y a des soucis. Aujourd'hui, pour parler de problématiques, c'est des questionnements. La problématique, ça renvoie à des questionnements. C'est l'exposition d'un problème pour lequel on a des questionnements et pour lesquels on doit trouver des solutions. Et ces questionnements sont liés à la définition, aux données épidémiologiques, aux critères diagnostiques, mais également à l'antibiothérapie de première intention. En ce qui concerne la définition, je pense que ça, c'est une définition que je donne entre autres. Un syndrome clinique en rapport avec une bactériémie et des symptômes d'infection survenant dans les 4 premières semaines de vie. Il faut admettre avec moi qu'un syndrome, c'est un ensemble de signes. Beaucoup d'étiologies peuvent se cacher derrière. Si on n'a pas la confirmation bactériologique, ça pourrait être une forme septicémique des embryophytopathies,
ça pourrait être une asphyxie, ça peut être une hypoplasie donc, du ventricule gauche, etc. Donc, ça veut dire que dans nos pays, du fait de la faiblesse du système de santé, il est difficile de confirmer une infection néonatale. On se base sur des critères, encore faudrait-il des critères assez précis. Le délai d'apparition, certains disent que pour l'infection précoce, c'est les 3 premiers jours. D'autres disent que c'est les 7 premiers jours. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'harmonisation et des problèmes également de comparabilité des études. Si moi j'utilise comme ces 7 premiers jours, l'autre utilise 3 jours, est-ce qu'on peut comparer ces mêmes études? Donc, c'est un débat qui doit être posé. Donc, c'est une question. Et vous voyez ça, c'est un travail qui a été fait, une revue systématique, qui a été en train de voir quels sont les types de définitions qui ont été, qui sont utilisés dans les travaux. Et vous voyez que sur 712 études, sur les 80 études, les définitions sont très diverses. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est la confirmation bactériologique. Voilà, c'est ce que je disais également. Donc, il faudrait quand même travailler sur certains leviers, comme la confirmation diagnostique, les consensus concernant la classification, et également voir est-ce qu'il y a des liens avec la prévalence. En ce qui concerne les données épidémiologiques, vous avez les prévalences qui sont relativement fortes en Afrique. Mais c'est vrai que ce sont des données de méta-analyse qui n'incluent pas toutes les études, parce que les méta-analyses, quand même, tendent à prendre des études qui ont pratiquement les méthodologies qui sont assez proches. Donc ici, nous avons des prévalences, et vous voyez qu'au Sénégal, les prévalences sont beaucoup plus faibles, mais ça veut dire qu'il y a des problèmes de données. Et si on prend des études qui ont été faites, vous voyez qu'au niveau africain, ça n'apparaît pas très bien, il y a très peu d'études qui ont été rapportées. Si on prend les données qui ont un haut niveau de qualité. Donc, c'est un problème. Et sur cette étude, on le revoit, sur 16 051 études, il n'y a que 82 études pratiquement, donc entre 2008 et 2028, qui ont été quand même incluses dans cette méta-analyse. Et vous voyez, au niveau africain, il y a très peu d'études qui ont été incluses dans cette revue, dans cette méta-analyse. Donc, il y a une rareté des études publiées. C'est plus un problème qualitatif. Les sources de données, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont hospitalières, communautaires et des maternités? Il y a une hétérogénéité et des méthodologies et des critères d'études rapportés. Et ce n'est pas souvent représentatif de la réalité. Donc, il y a des efforts à faire. Au plan diagnostique, comme je l'avais dit tout à l'heure, la clinique de l'infection néonatale est non spécifique. Certains disent même que c'est un enfant qui n'a rien sauf qu'il a mal. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'il faudrait quand même beaucoup plus discuter l'anamnèse, qui est très hétérogène. On parlait tout à l'heure de certains critères de risque infectieux. Et la transmission de données issues d'ailleurs n'est pas toujours adaptée à notre contexte. Donc, il faut contextualiser. Vous voyez ici, c'est l'OMS qui donne des orientations dans le cadre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et du nouveau-né. Ils donnent des orientations, mais beaucoup plus basées sur certains critères cliniques qui ne sont pas toujours très spécifiques, mais également sur des critères d'orientation biologique que sont la numération formule sanguine, la vitesse de sédimentation, etc. Et vous conviendrez avec moi que ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. Dans beaucoup de pays, ils utilisent les critères de l'ANS. Est-ce que c'est adapté? Je pense qu'il faudra revoir cette question, essayer de réadapter notre pratique en fonction de ce que nous vivons tous les jours. Ici, c'est une étude qui montrait également que dans les critères de risque infectieux, vous avez par exemple plus de 3 touchés vaginaux, home delivery, c'est-à-dire que la naissance en domicile ou dans un taxi, et la manipulation sexuelle du cordon qu'on retrouve tous dans nos trucs. Maintenant, le problème, c'est de lier un germe à ce type de facteurs de risque. Et ça revient également dans cette étude qui a été faite à Dakar. C'est surtout la contamination de flacons de perfusion qui a été retrouvée, la contamination de solutions septiques et des manœuvres invasives qui a été rapportée dans nos études. Donc, c'est beaucoup plus de nosocomial. Voilà. Et la plupart des études s'appuient sur la CRP, la protéine C réactive, parce que nous n'avons pas toujours une bactériologie très efficace. Nous n'utilisons pas beaucoup la procalcitonine. Et vous voyez qu'il y a très peu quand même de moyens qui nous permettent de prendre des décisions. Mais si on a une protéine C réactive qui s'élève, on se dit, si on a des critères de risque infectieux, si on a certains symptômes, on peut dire qu'on est dans une infection bactérienne. Donc là, on traite. Mais maintenant, le gros souci, c'est de savoir qu'est-ce qu'on traite, quel germe on vise, quelle est la sensibilité de cette bactérie. Voilà, donc il est important d'améliorer le diagnostic de l'infection néonatale, d'élaborer des critères anamnéstiques adaptés, d'harmoniser les critères au niveau national ou régional. Je pense qu'on l'avait évoqué à Bamako. Il faudrait qu'on travaille ensemble sur ces différentes questions.
L'antibiothérapie, elle est indissociable de la connaissance de l'écologie bactérienne. Donc, c'est extrêmement important. Mais si comme vous le voyez ici, l'écologie bactérienne est tout à fait différente selon qu'on se situe en Europe ou en Afrique. Chez vous, en Europe, c'est beaucoup plus un Staphylococcus B. Nous, on se retrouve beaucoup plus avec des entérobactéries qui sont multirésistants et le staphylocoque. Donc, on n'a pas les mêmes profils de bactéries par rapport aux autres pays. Et chez les prématurés, c'est pratiquement pareil. Et dans ces études qui ont été faites à Dakar, qui sont des études qui datent de longtemps, on voyait nettement que c'était les entérobactéries et les staphylocoques qui étaient les premières bactéries qui sont isolées, sans parler du caractère précoce ou tardif. Mais ici, vous voyez ici, si on fait la désagrégation en précoce et tardive, on se retrouve pratiquement avec les mêmes bactéries. On a le staphylocoque doré, on a les Klebsiella, E. coli, etc. Donc, on est toujours autour de ces deux types de germes, les entérobactéries et le staphylocoque doré. Voilà. Là également, c'est une étude beaucoup plus récente à Dakar qui montrait donc la même tendance en ce qui concerne le profil bactériologique. Voilà. C'est la même chose. En ce qui concerne le profil de résistance, vous voyez qu'ici, pratiquement toutes les antibiotiques utilisés usuellement, la cloxacilline par exemple pour le staphylocoque, on a 40% quand même de résistance. La genta 27%. Et ce qui marche surtout sur le staph, c'est la vancomycine qui n'est pas souvent disponible dans la plupart des services. Bon, nous l'utilisons, mais nous essayons quand même de protéger certains antibiotiques parce qu'on est à des taux de résistance extrêmement élevés. En ce qui concerne les Klebsiella pneumoniae, les Klebsiella, vous voyez ici, le profil de résistance est encore aussi élevé, que ce soit pour la genta, la céfotaxime, la ceftriaxone, la cipro, mais ce sont les carbapénèmes qui marchent un peu mieux, 4%, avec des variations de 1 à 10%. Ça veut dire que là, on risque d'être dans des situations extrêmement difficiles si on perd l'efficacité de ces genres de molécules. Donc, il faut connaître l'écologie bactérienne. Il faut connaître la sensibilité des bactéries. Parce que ça ne sert à rien de connaître la bactérie sans connaître sa sensibilité donc aux antibiotiques. Rendre disponibles les antibiotiques adaptés et élaborer des protocoles et des algorithmes de soins adaptés à chaque environnement. Je pense que c'est extrêmement important. L'antibiothérapie, il faudra vraiment y penser, ne pas l'utiliser de façon abusive parce qu'on expose à beaucoup de conséquences. Je prendrai que par exemple les effets à long terme avec les hypothèses hygiénistes de Stram ainsi que l'hypothèse de programmation de Barker, où ça expose à des complications telles que l'allergie, le diabète, l'obésité, encore les pathologies inflammatoires. Donc ça veut dire qu'on a des raisons de protéger les patients en limitant la prescription des antibiotiques dans les circonstances où ce n'est pas adapté. Ce qui est important pour nous, c'est de renforcer la prévention. C'est vrai on dit que c'est le même CD qu'on met, mais il est important d'insister sur cette prévention. Et en antépartum, en perpartum et en période néonatale. Et c'est important, le suivi de la grossesse, la sensibilisation sur les règles d'hygiène. En perpartum, un accouchement qui est propre, on dit qu'il faut un accouchement propre. Une antibioprophylaxie si c'est adapté. Et en période néonatale, on sait ce qu'on doit faire, les soins du cordon, la mise au sein précoce, etc. La prévention, elle est essentielle, elle doit être abordée de façon holistique et bien adaptée. Enfin, les défis sont multiples. La disponibilité des protocoles adaptés, l'amélioration de l'environnement de travail, parce qu'il y a des problèmes de ressources humaines, il y a des problèmes de disponibilité de ressources pour confirmer les infections bactériennes, le renforcement des mesures de prévention, la disponibilité des antibiotiques adaptés et l'identification des bactéries. Je vous remercie de votre attention.